RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de l'émission Le son des bulles, l'émission entièrement dédiée à la bande dessinée sur RCN 90.7. À mes côtés pour animer l'émission, mon ami Olivier. Comment ça va, Olivier ? Ben, ça va, je suis un peu désorganisé là. Ouais, ça va aller, ça va s'arranger. Ça va. Oui, alors aujourd'hui, en ce début du mois de mai, on a décidé de vous parler de la nature. La nature en bande dessinée. Ouais. Et avec nous, on a la fine fleur des chroniqueuses et des chroniqueurs. Ah, ça commence. Alors en premier lieu, merci d'accueillir Francine qui cultive sa passion de la bande dessinée en nous dénichant toujours des albums exceptionnels. Bonjour Francine. Bonjour à tous. Avec nous également Françoise qui rédige des chroniques aussi colorées que des bouquets de fleurs de printemps. Bonjour Françoise. Oh, j'ai bien fait de venir. Et puis, équipé de cuissardes vertes et d'une fourche, David va nous parler de la permaculture en milieu hostile et humide. Tout à fait. Bonjour David. Bonjour à vous. Bon alors Olivier, tu as pris ton sécateur et ton râteau pour une chronique très verte ? Oui, une chronique très verte et qui va nous en apprendre pas mal. Et toi, tu vas sortir ta table de jardin pour nous parler d'un auteur dont les histoires sentent bon la rosée du matin ? Oui. Mais avant de traiter la thématique... J'oubliais qu'on a le jardinier du son, Jean-Luc. Ah oui, le jardinier du son, Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Alors, avant de traiter la thématique, on va faire le point sur les festivals qui se déroulent au mois de mai. Un mois riche en événements dans la région, puisque dès ce samedi, le 6 mai à Jarville, a lieu le 6e festival Bulles d'Histoire, organisé par le lycée de la Malgrange. La particularité de ce festival, c'est l'implication et la participation des élèves dans l'organisation. Nous sommes allés rencontrer Anthony Bolmont, directeur adjoint du lycée, pour en savoir plus à ce sujet. Le premier festival qui a été créé, on l'a créé entre adultes. Oui. Parce qu'on avait envie de faire ce projet-là pour se faire plaisir et surtout faire plaisir à toute la communauté malgrangienne. Mais les gamins ont tellement adoré ce premier festival qu'on a été obligé d'en refaire un deuxième et un troisième et on est déjà au 6e. Et maintenant, la place des élèves aujourd'hui, qui participent dès le jeudi et le vendredi, donc les 2 jours avant le festival, ils participent à plein de conférences. Et puis surtout, ils sont dans l'organisation. Rien que d'aller mettre des affiches un peu partout dans Nancy, ils sont dans l'organisation, surtout le jour J, pour que ça soit, toute la journée se passe bien, qu'ils sont à différents postes. Animation dans la vente de tombola, ils ont fait un concours de dessin, oui. Ils ont organisé un concert de rock pour le midi. Ils vont participer aussi, on a la chance d'avoir une écurie du Vermois qui sera présente et donc ils vont s'occuper des poneys toute la journée pour plus d'autres choses dont j'en parlerai après. Mais voilà, c'est vraiment un projet d'établissement aujourd'hui et on a une bonne trentaine d'enseignants qui sont entrés dans le projet. Et surtout, je reviens sur la place des enfants. On fait des concours de dessin. L'école primaire, l'année dernière, avait construit je ne sais combien de centaines de petits escargots, parce que c'était Michel Burdin qui nous avait fait l'affiche sur les escargots. Et cette année, Elka, c'est une dessinatrice de Verdun qui dessine des petits robots. Donc il y a un projet autour des robots à l'école primaire. Donc chaque enseignant se saisit d'un petit morceau du festival. En lettres classiques et même en lettres modernes, ils ont commencé à dessiner des planches qu'on exposera le jour J sur la mythologie. Il y a plein de petits micro-projets qui se mettent en route un petit peu. Chaque enseignant saisit un morceau pour exploiter. Je suis plus maître de tout ce qui se passe au CDI. Il y a pas mal de concours de jeux avec des BD à gagner, tout autour de la bande dessinée. Et voilà. Je suis plus maître de tout ça, donc c'est ça qui est génial. C'est fantastique, oui. Le son des bulles sur RCN.
Alors l'intégralité de l'interview et de la vidéo, elle est déjà accessible sur Facebook du Son des Bulles. Alors sachez aussi que pour ce festival, il y aura une trentaine d'auteurs, dont David Bull, je crois. Oui, j'y serai, ouais. Il me semble. Hein. Tu seras Oui, j'y suis. Tu confirmes? Oui, je confirme. J'y serai. Venez nombreux. Là, il y aura beaucoup d'animations comme le concours de dessin, des balades en calèche et une démonstration de troll-ball. Si vous voulez savoir ce que c'est, vous irez. J'en ai déjà fait. C'est oui. bien. Oui. D'accord. Et quand t'es jeune. Ah. Tu pars avec des bleus. Donc on ne fera que regarder. Ouais, Et puis on se croisera peut-être parce qu'on ira avec Françoise, rencontrer aussi les auteurs. Bref, si vous êtes dans le coin de Jarville, n'hésitez pas à vous y rendre. Ce sera très familial et festif. Alors, pour le mois de mai est très riche, on vous l'a dit. Le week-end suivant, les 13 et 14 mai, c'est Villers BD qui ouvrira ses portes. Ce sera la 11e édition de ce festival. Et ça se passe bien sûr à Villers-les-Nancy. Cette fois, nous avons rencontré Grégoire, le trésorier de l'association, qui nous a expliqué le contenu de ce week-end dédié à la BD. Alors, on va avoir différentes animations pendant le festival, en plus de la série les séances de dédicaces qui auront lieu, de rencontres avec les auteurs qui auront lieu. Donc il y a une 35 auteurs à peu près qui vont venir pendant le festival. Et ensuite, il y a toute une série d'animations qui auront lieu autour du monde de la bande dessinée. Donc à partir du jeudi 11 mai, il y aura des interventions des auteurs dans les écoles de l'agglomération. Donc ça va de la maternelle jusqu'à la terminale. Avec donc pendant 1 heure, les élèves, ou 1 heure et demie, les élèves rencontrent un auteur qui leur explique le métier, il leur fait un petit atelier de dessin. On va avoir aussi un concours de planches qui a eu lieu, qui a été lancé généralement, on le lance autour de la Toussaint tous les ans, et donc avec soit des scolaires, soit des particuliers qui envoient leurs planches, et donc il y a un concours avec une remise des prix qui a lieu le samedi et le dimanche pendant le festival sur la scène de la salle des Écrennes. À la suite de la remise des prix du dimanche, il y a une pièce de théâtre qui a lieu en plein air. Donc c'est une pièce de théâtre par une comédienne de la compagnie Les Pieds dans la Lune, donc qui vient. Ça, c'est la 2e année de suite où on fait ça, donc ça avait eu beaucoup de succès l'année dernière. Il y aura aussi des ateliers de dessin pour les mangas aussi pendant le festival, donc qui sera animé par les éditions Kotoji. Et donc là, les enfants pourront, ou les adultes aussi, mais c'est beaucoup d'enfants, pourront apprendre, disons, les bases du dessin manga. Il y aura d'autres choses Oui, alors après, on aura toutes les animations, on va dire, habituelles qu'on a tous les ans. L'atelier de sérigraphie qui est animé par l'École supérieure des arts de Lorraine, qui vient faire tirer des sérigraphies. Et voilà, chaque visiteur peut repartir avec sa sérigraphie. Il y aura aussi un atelier conte et yoga pour les enfants, voilà, qui est organisé. Donc ça va être le samedi et le dimanche après-midi. Et il y a une exposition alors? Oui, il y a une exposition. Donc l'exposition, elle a lieu du 3 au 21 mai. Donc c'est Jean Solé. Alors c'est un dessinateur qui n'est pas très connu du grand public. C'est un ancien de pilote qui a fait aussi des bandes dessinées, notamment qui a repris la suite de Gottlieb pour Super Dupont. Donc voilà, donc là il vient avec toute une série d'œuvres et d'objets qui sont liés à sa carrière et qui seront à la galerie du château de Madame de Graffigny du 3 au 21 mai. Voilà. Très bien, très bien. D'autres choses? Il y aura aussi une conférence de Jean-Louis Thouard à la médiathèque, donc la médiathèque Jules Verne à Vendeuvre, et donc ça sera le vendredi à 18h. Donc Jean-Louis Thouard, c'est un dessinateur qui a fait le dossier Thanatos. Voilà. Alors le festival accueillera Villers BD une 40aine d'auteurs, dont Vincent Bailly qui viendra dédicacer la 2e partie des partitions irlandaises. On ira sans doute le voir, peut-être, Francine? Ah oui, on ira suivre, sans doute, c'est sûr. On ira le voir. Et on vous en reparlera aussi certainement. Voilà, et on croisera bien sûr les auteurs de Philactère et peut-être David Bull. Il est partout, David. Il est partout. On va voir. Ce sera la surprise. Oui. Alors, pour finir sur les festivals, sachez que les 6 et 7 mai, alors c'est pareil que, voilà, à Volcrange, à une dizaine de kilomètres de Thionville, il y aura le festival Le Rayon Vert.
C'est la 11e édition et c'est un festival plutôt orienté fantasy, science-fiction. Une quarantaine d'auteurs également, dont l'équipe des Phylactères, avec David Bull. Mais t'es partout, David. J'y serai le dimanche. Bah oui, samedi à Jarville. Oui, c'est ça. Yves Poquet, qu'on a déjà reçu ici aussi, et les autres. J'ai vu Manopolo également, Benou aussi, enfin, tous des gens bien. Quoi. Que des gens bien. Que des gens bien. Exactement. Voilà. Alors, les 20 et 21 mai, il y a Metz Tori au Parc des Expos de Metz, un salon dédié à la lecture asiatique, à la culture asiatique, pardon. Alors, si vous aimez les mangas, rendez-vous sur le site http://metztori avec 2i.fr. On vous mettra ça sur la page Facebook, bien sûr. Ouais. Et puis, alors... On continue. Du 25 au 28 mai, c'est la 22e édition des Imaginales, le festival des mondes imaginaires. Alors c'est un événement assez important quand même dans la région, puisque c'est à peu près 200 invités internationaux qui sont invités. D'ailleurs, des auteurs de fantasy, de la science-fiction, fantastique. Et en 2022, il y a eu plus de 45 000 visiteurs. Et c'est où ? À Épinal. J'ai oublié de le dire. L'image d'Épinal, bah bien sûr. Je suis. C'est bien. Bref, c'est un grand événement. Et pour les bandes dessinées, alors il y aura des auteurs assez sympas, je crois, parce qu'il y aura Jim Bishop notamment. Vous avez vu quelqu'un d'autre, Francine ? Je ne sais pas Denis si c'est là, mais j'ai vu que Vega était en compétition pour le prix des bibliothécaires. Ah, d'accord. Mais je ne sais pas s'ils seront là, je ne pense pas, parce que je ne les ai pas vus. Dommage, mais ils sont déjà venus. Alors, on les a déjà rencontrés, c'est ça. Serge Lehmann et Yann Legendre. Voilà, je perds la mémoire. Voilà. Et donc, toutes les infos pour les Imaginales, bien sûr, c'est sur le site https://www.imaginal.fr et on vous mettra ça aussi sur la page Facebook. Alors, ce mois de mai, on ne peut pas finir sans parler des 20 ans de l'association Phylactères. Okay. Et là, on a David. Oui, alors je reprends le relais, effectivement. David. Alors, de cette association, l'association Phylactères, faites le lien. Alors, effectivement, on fête nos 20 ans et donc j'en suis également président. Bon, voilà, j'ai encore une casquette de plus. Et on fête nos 20 ans et on veut aller à Angoulême. Voilà, notre truc, c'est de retourner à Angoulême en 2024 avec bien sûr notre catalogue de livres et surtout l'opportunité de rencontrer un nouveau public qu'on n'a pas vu depuis 2017. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'on n'y a pas été. Alors, on pourra nous retrouver, donc je te laisserai lier les références, mais sur le site Phylactères, on peut trouver donc les informations sur comment nous aider. L'idée, c'est de réunir à peu près 2500 € pour le trajet, le prix du stand, parce qu'à Angoulême, c'est quand même pas donné. Ouais. Et puis être un petit peu libéré de cette partie-là pour pouvoir être avec le public, dédicacer des livres, etc. Voilà. Okay. Donc, indépendamment de soutenir, moi je suis allé sur le site Facebook, ce qui est agréable, c'est qu'il y a comme un échange, une contrepartie, c'est-à-dire qu'il y a des petits livres, enfin je dis petits parce que... Tout à fait. Tu fais bien de le préciser. C'est vrai qu'en échange, alors on ne demande pas juste de l'argent, en échange vous pouvez aussi contribuer à des lots de bandes dessinées qui seront dédicacés par les auteurs. Alors il y a mon livre, il y a ceux de tous les auteurs de l'association, Yves Poquet, vous avez invité, il y a Bertrand Caftorian de Metz, il y a VHB, donc Vampire Hunter Brigades par Locorst et toute la team de VHB. Donc voilà, vous aurez des contreparties intéressantes pour ceux qui veulent contribuer à cet effort. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci sur la page Facebook, non ? Oui, on va tout mettre. Il y a les hashcodes, il y a tout, il y a l'adresse pour se rendre sur le KissKissBankBank, c'est ça, parce que c'est un KissKissBankBank. Ouais. Voilà. D'accord. Okay. Les financements participatifs, en général, ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Donc, bonne chance à Phylactères. Merci. Alors maintenant, on va passer au thème de l'émission, la nature. Et apparemment, ça vous a inspiré. J'aime bien la nature. Alors, c'est un thème très vaste qu'on peut aborder de bien des façons. Et on va commencer avec David. Ah ben oui, alors David Bull dans les marais. Dans les marais de Louisiane, c'est parti. Alors je vous emmène faire un tour dans les marais de Louisiane, voir le géant vert. Enfilez vos bottes, bouchez-vous le nez, évitez de boire la tasse. On plonge dans le compost. Alors, le Swamp Things est une créature de chez DC et qu'on retrouve aussi sur une autre version qui s'appelle Man Things chez Marvel. Ce sont néanmoins des personnages très inspirés d'un personnage qu'on appelait The Head, publié en 1942. The Swamp Thing n'est pas un comics de super-héros à proprement parler. C'est une histoire de monstre. À la fin de l'âge d'or dans les années 40, on voit plutôt le public se tourner vers des comics de type romance, western ou horreur.
Les années 70 marqueront l'âge de bronze avec un relâchement des censeurs. Ce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, quand même, il y avait le fameux Comics Code qui interdisait, qui permettait tout de moins peu de choses ou d'aborder même certains sujets délicats. Voilà. Et donc en 71, une partie de ces interdictions se lève et les créatures surnaturelles, vampires, loups-garous, sont doucement réintroduits dans les comics. Chez Marvel, Hulk ou La Chose sont plus de cette nature de monstres qu'on va retrouver plutôt que Superman ou Captain America par exemple. Swamp Thing apparaît dans House of Secrets 92 en 71, mon année de naissance. On retrouve Bernie Wrightson au dessin, Lien Wein au scénario, et ils inventent le personnage de Alex Olson, un scientifique dans une ambiance victorienne qui travaille sur une formule secrète. Son ami Damien est jaloux et amoureux de sa femme. Il fait exploser le labo, jette le corps d'Alex dans un marais proche et commence à consoler la veuve éplorée. C'est vraiment de la science-fiction. Ouais. La veuve a des doutes, Damien tente de la tuer, mais là, Alex ressurgit du marais et sauve sa femme de son vieil ami. Sa femme est terrifiée par ce monstre qui apparaît, qui ne peut même pas parler pour s'exprimer. Alex est devenu un monstre innommable et disparaît dans le marais, mais l'histoire n'est pas finie. Elle n'est pas finie. En 72, Swamp Thing aura sa propre série qui s'étalera sur 24 numéros et durera jusqu'en 76. Les origines de la créature sont retravaillées par les créateurs. Alex Olsen devient Alec Holland, un scientifique travaillant avec sa femme sur un projet de formule biorégénérative capable de nourrir l'humanité. Ça, c'est pas mal. Mais la formule attise les convoitises. Refusant de céder sa formule au conclave, un organisme criminel, ceux-ci font exploser son labo et Alec Holland est aspergé de son produit chimique. Il s'enfuit alors terrifié dans les eaux boueuses du marais de Louisiane. La créature du marais est née. Sa femme est assassinée par le conclave. La créature revient alors et ne cesse de se venger de ses assassins, tout en cherchant à retrouver son humanité perdue. C'est là la petite différence par rapport aux origines. Son flux n'est plus vraiment Alec Holland, mais j'y reviens. J'y reviens en page 2. Jusqu'en 76, Swamp Thing est un monstre affrontant d'autres monstres, les loups-garous des extraterrestres. On y rencontrera celui qui deviendra sa némésis, Anton Arcane, un obsédé par la formule d'Alec Holland. Anton est un adepte des arts occultes, accompagné de nombreuses créatures type les Freaks, pas si vous vous rappelez du film. Ouais. Ah oui. Voilà. Cette série de 24 numéros s'achèvera avec la créature du marais qui reprend sa formule humaine. Bon, du coup, une nouvelle formule. En 82, Wes Craven nous glorifie d'un superbe film que je ne conseille pas. Une adaptation cinématographique absolument horrible. Un bon nanar comme on n'en fait plus. On rigole, mais alors que c'est de l'horreur. Hein, c'est de l'horreur, oui, c'est vrai. Mais voilà, bon, les effets spéciaux, tout ça, c'était un mec qui... DC redonne une chance à Swamp Thing avec la saga of the Swamp Things et pose de nouvelles bases en confiant le travail, cette fois-ci, à un pro, Alan Moore. Ah là, ça rigole plus. Non, ça rigole plus. Auteur dans l'univers de AD 2000, plutôt de la bande dessinée anglaise, ou Captain Britain. En 84, dans le numéro 21, il redéfinit complètement le personnage. Alors, je ne vais pas vous refaire un running gag. Non, il redéfinit le personnage. Celui-ci n'a plus rien d'humain. Alec Holland est bien mort dans l'explosion du labo. Son film n'est plus qu'une imitation végétale persuadée d'être Alec Holland. La plante des marais, stimulée par la formule, a absorbé la personnalité et les souvenirs de Alec, donnant naissance à un monstre persuadé d'être un homme. Question, comment peut-elle espérer retrouver son humanité si elle n'est jamais qu'un amas de végétaux? C'est ça la grande question. The Swamp Thing est une force élémentaire de la nature, une sorte de gardien de l'équilibre écologique. D'une force surhumaine, insensible à la douleur, capable de voyager, de régénérer les parties de son corps endommagées, contrôler les plantes, attaquer ses ennemis avec des lianes, se camoufler, communiquer avec la flore pour avoir des infos sur la menace qui pèse sur la nature. Moore développe l'idée d'un parlement des arbres, ayant existé bien avant l'apparition de l'homme, pour se charger de protéger la nature, la sève. C'est ainsi que la force primordiale, connectée aux végétaux de la planète, mais aussi de l'univers. Swamp Thing est un avatar de la sève. Presque immortel, tant qu'il y aura une parcelle végétale, il y aura toujours un moyen de stocker sa conscience. J'ai presque fini. Avec sa capacité de chlorokinésie. Bon, ça n'existe que dans les comics, je précise, car personne n'est capable ni de parler ni de communiquer avec les plantes. Moore a fait de ce personnage le plus puissant de l'univers DC Comics. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Moore a développé également la mythologie ésotérique autour du personnage, dépassant largement les caches des origines. John Constantine, est-ce que vous le connaissez? Oui. Ça vous dit quelque chose? Inspiré du chanteur Sting.
Oui, on ne sait pas. Voilà, il a inspiré du chanteur Sting, le dessinateur. Oui. Sorte de anti-héros irlandais, irrévérencieux, un peu alcoolique, maître des arts occultes dans sa propre série Hellblazer, qui aide Swamp Thing à prendre conscience de sa vraie nature et de sa place dans cet univers. En 86, Swamp Thing reçoit quand même 4 prix des Eagles Awards, un des prestigieuses récompenses pour les couvertures, pour les personnages, etc. Swamp Thing n'est pas un héros à proprement parler, mais un monstre en quête de son humanité. Comme Frankenstein, il est la synthèse d'une sorte d'idée. Il n'est pas Lécolande, mais sa volonté de poursuivre son combat au-delà de la mort. Un message sur une nature chaque jour plus menacée. La place de l'homme dans la nature, un message profondément écologique. Une plante fait homme est capable de nous apprendre beaucoup sur notre propre humanité. Bien, super, hein, fantastique. Mais alors, elle est gentille ou méchante, cette créature? Parce alors, ça reste une créature, c'est la nature, on ne peut pas dire qu'elle est bonne. La nature n'est ni bonne ni méchante. Elle se défend. Elle est neutre, on va dire. On ne peut pas dire... Si on rejoint l'anthropomorphisme avec cette notion des animaux, ou des choses qui seraient... Non, la nature est la nature. Elle survit. Voilà. Ça donne envie. Hein, oui, ça donne envie. Pas de se plonger dans le marais, mais... Non, on ne va pas se baigner avec les moustiques et tout. Déjà, Ok, bien maintenant, on va passer à la chronique de Françoise. Françoise, de quoi tu nous parles, toi, aujourd'hui ? Moi, je vous parle de mon petit bouquin. Thème du jour, donc imposé quand même, donc rubrique sous contrainte, comme on fait à chaque fois, sur les plantes, les végétaux et l'écologie. C'est toi qui nous l'as imposé, je crois, non? Je crois que c'était une de tes idées, Françoise. Entre proposer et imposer, on fera de la sémantique. Voilà. Tant pis, j'avais pu me le dire avant quand même. Alors, autant la dernière chronique sur l'anthropomorphisme avait été simple à réaliser pour moi, dans mon univers restreint de connaissances. Il y a foison de personnages animaliers. Alors, autant les plantes, pour moi, c'était assez compliqué, à part le concombre masqué, dont nous avons tous, j'imagine, chez nous, ici autour de la table, une planche dédicacée, parce que Mandrika, il est toujours généreux de sa plume. Alors, je n'ai pas trouvé de cow-boy carotte, de héros intergalactiques brocoli ou baobab, ou d'héroïne pissenlit. Parce que moi, ce que je cherchais, c'était des plantes, alors pas humanifiées, mais des plantes qui agissent avec leur pouvoir. Alors, je suis tombée sur des herbiers, je suis tombée sur des tas de trucs que je n'arrivais pas à trouver. Alors, j'ai cherché quelque chose qui me plairait en plus. Alors, quelques résultats rapides. Je rappelle une chronique qu'on avait fait l'année dernière, La folle histoire des plantes, la BD qui ne raconte pas de salade, qui est un petit peu une BD locale et qui nous a appris que les plantes étaient sexuées et infidèles, et que ça nous avait bien fait rire. J'ai trouvé par contre une approche dérivée parce que je cherchais apothicaire, puisque je cherchais le pouvoir des plantes, des fleurs. Apothicaire, j'ai trouvé 2 mangas uniquement. Donc j'ai trouvé les sagas de l'apothicaire et l'extraordinaire apothicaire. Mais on ne parle pas vraiment des plantes, mais plus de l'exercice des gens qui les utilisent, qui traitent du métier, avec des intrigues dans les cours japonaises. Où on parle des simples, qui utilisent les simples. Alors je rappelle, les simples sont les plantes que certains baptisent remède de bonne femme, mais remède de bonne femme, ça s'écrit F-A-M-E comme fameux, et non pas comme bonne femme avec 2 M-E, comme si, pour bien nous discréditer en plus, et discréditer le produit. On apprend des choses ici. Même moi, je vous apprends des trucs, indépendamment. Voilà. Je fais un petit clin d'œil au passage à mon doux conjoint qui est expert comptable, parce que j'ai rappelé l'expression compte d'apothicaire, ça l'a un peu énervé. Donc voilà, ça c'est autre chose. Et puis j'ai trouvé un truc fou, qui s'appelle d'ailleurs les herbes folles, sous contrainte. Alors, sous contrainte, je le précise, ça veut dire que celui qui écrit se donne une règle à suivre. Effectivement, par exemple, lire le livre dans les 2 sens, ou alors prendre toujours la même image et mettre des paroles différentes dessus, qui contribue à l'univers Oubapo. C'est ici que j'ai découvert l'univers-là. Donc, un ouvroir de bande de dessinée potentielle, cousine de l'Oulipo, où l'absurde côtoie la contrainte, avec des résultats très souvent, voire toujours prodigieux. Je vous invite à découvrir d'ailleurs ces mondes parallèles. Je le rappelle donc, l'Oubapo. Comme on a eu Le Dernier Souffle avec Thierry Martin, ou alors Le Malgré Tout, c'est tous des ouvrages dont on a parlé ici. Alors, Les Herbes Folles, c'est un ouvrage de Lewis Trondheim, qui est quand même fondateur de l'Oubapo, de la maison d'édition L'Association, qui est créateur de la mascotte Fauve pour le Festival d'Angoulême, j'ai appris ça, auteur prolifique. Il n'aime pas les journalistes, alors là, il en a dit des gros mots que je ne dirais pas ici. Et quand on lui demande pourquoi vous écrivez, il répond « J'écris pour gagner de l'argent, sinon j'aurais faim et je mourrais ». Moi, ça me fait rigoler. C'est en quelque sorte une jolie teigne. Voilà, mais il n'y en a pas autour de la table, donc pas de problème. Voilà, il est fan de Moebius, de Lovecraft, et il met en scène, un lapin aux grandes oreilles, aux grandes dents. Non, aux grands pieds, aux grands bras. Il est où mon bouquin? Il est tellement petit. Il est où? Alors,
Voilà, tout est grand dans ce bouquin, dans cette BD, sauf le format, donc un format italien, rangé au rayon mini-livre à la médiathèque, qui aurait pu être micro-livre, environ 16 cm sur 11, mais 365 pages. Alors sans une bulle, 365 pages. Et pourquoi 365 pages? Parce que le pari, la contrainte, donc, c'était de mettre en scène ce Lapino, déjà connu par Lapino et les carottes de Patagonie, à raison d'une planche par jour, sur 365 jours, sur Instagram. Pas de scénario prédestiné, c'est ça qui est intéressant avec ce genre d'ouvrage, mais juste une vraie aventure. Alors qu'arrive-t-il à ce lapin? On va quand même un petit peu en parler, puisqu'il faut faire le lien avec les plantes. Le voici dans un univers déjanté, où les plantes envahissent à vitesse grand V le monde humain, qui est évidemment pollué, hein, on est quand même des gros méchants, ça on peut en parler à la prochaine émission. Il faut courir pour éviter les plantes, pour qu'elles nous rattrapent. On y trouve de l'amour, des monstres, de la peur, des mondes parallèles, mais surtout aucune rationalité dans le déroulement. Mais il faut se laisser porter par cette immense séquence d'aquarelles miniatures. C'est vraiment des jolies petites aquarelles. Je ne sais pas comment on peut les montrer, voilà, qui sont apparemment très simplistes, mais qui en font une histoire complexe. On passe d'un univers à l'autre, et à lire, à relire, parce que dès qu'on a lu 3 images, c'est complètement différent de ce qu'on attendait les 6 images avant, et c'est complètement différent de ce qui va suivre. Donc c'est un petit peu, je disais, un peu comme un cadavre esquis. Alors pour conclure, indépendamment de cette BD, je vous invite à vous plonger dans l'univers et dans la pensée de cet auteur et de Loubapo. Les mondes parallèles existent. Ceux qui les peuplent sont des poètes, des impliqués, des créateurs, des fous de la pensée en liberté, des gens de conviction et de paris insensés, bref, comme le sont les créateurs de BD. David Bull de l'association Philactène ne m'en demandera pas. C'est un exemple. Alors, peut-être que Lapino et les herbes folles, ça va pas vous plaire, parce que c'est quand même un petit peu un enchaînement particulier où vous décontenancez, comme la première fois où on se trouve dans une rue à Phnom Penh ou alors qu'on rentre dans un souk. Mais laissez-vous porter, laissez-vous séduire et faites-vous plaisir. Et si par hasard ça prend pas, c'est pas grave, parce que l'univers de la BD, c'est comme un gigantesque pique-nique, on y trouve et on y apporte ce qu'on veut. Donc voilà, vive le plaisir d'écrire et de dessiner, et vive la BD. Par contre, aujourd'hui, j'ai un PS. Un hommage spécifique du jour sur le thème des plantes. Ma mère disait toujours, il n'y a de bien que ce que la main peut atteindre. Paf. Et là, si je tends le bras, oh surprise, un magnifique Olivier, fringant et généreux, dont c'était l'anniversaire hier. Joyeux anniversaire, Olivier. Merci. C'est inscrit maintenant, c'est trop tard. Il y a des gens qui ont 2 anniversaires dans l'année. Voilà. Dans une émission verte, je rougis. Tu mûris? Oui, je mûris, voilà, c'est ça, on va dire ça. Merci beaucoup. Sur ce, on va pas te chanter joyeux anniversaire, mais on va écouter notre ami Georges. Le son des bulles sur RCN. Et oui, on a quitté notre arbre. Mais toi, Olivier, qu'as-tu retrouvé pour faire ta chronique? Ça tombe bien, hein, une belle transition. On est quand même des pros. J'ai trouvé un arbre, en fait. Voilà, moi, je vais vous présenter un album qui est sorti en avril, tout dernièrement. Ça s'appelle La Sève de nos vies. C'est raconté par Marie Aulne et dessiné par Mathieu Bertrand. C'est aux éditions 21 rue de l'Échiquier. Alors, dans cet album, on va faire la connaissance de Sandra. Sandra, c'est une jeune biologiste qui travaille sur des projets liés au développement de l'activité économique et humaine. Alors, elle se retrouve souvent dans des dossiers un peu compliqués. D'un côté, il y a les politiques et les industriels qui veulent grossir leur électorat et leur portefeuille. Et pour cela, ils n'hésitent pas à construire des zones d'activité commerciale autour des villes pour attirer toujours plus de consommateurs. Puis de l'autre côté, il y a les écolos, ces sales écolos, ceux qui s'opposent à toute destruction de la nature à des fins d'enrichissement économique et personnel. Alors un jour, Sandra, elle en a un peu ras-le-bol de tout ça et elle fait une sorte de burn-out. Alors elle décide de tout plaquer, elle quitte son travail et son compagnon, voilà, je sais pas si ça va de pair, et elle fuit la ville pour aller vivre quelque temps dans la maison de campagne où elle passait ses vacances lorsqu'elle était enfant. Alors elle y retrouve sa tante qui est en retraite et qui s'occupe du jardin à temps plein. Et au contact de la nature, Sandra elle retrouve une sensation enfantine et apaisante, une façon d'aborder la vie loin du tumulte et de l'agitation urbaine. Et puis vivre auprès des plantes et des arbres, c'est respecter un rythme avec une croissance infiniment lente, infiniment longue. Et un arbre, justement, il y en a un dans la cour de la maison de campagne, un vieux châtaignier creux avec l'écorce dure et dont les branches ont été taillées depuis des décennies par les ancêtres de Sandra, tellement taillées que maintenant l'arbre on l'appelle une trogne. Si vous connaissez une trogne, voilà. Ou des têtards dans certaines régions.
Donc les Des arbres, saules têtards, on a dans la région, nous, des saules têtards. des saules têtards. D'accord, voilà. Donc, un jour, à la fin du repas, Sandra, elle reçoit de la part de sa tante une boîte dans laquelle il y a plein de vieilles lettres manuscrites, des dessins, des photos, des cartes postales. Et tous ces documents ont un point commun, le vieux châtaignier de la cour. Alors, elle découvre des images très étonnantes de cet arbre. On le voit, par exemple, tout juste planté dans un pot en 1790, un an après la Révolution, par un aïeul qui s'appelait Charles. Il avait semé la graine là pour fêter les jours heureux de la fin de la monarchie. Alors elle suit la progression de cet arbre au fil des décennies, avec souvent des mentions manuscrites sur les coins de l'image là qui racontent les petits bouts de vie des personnes qui ont vécu auprès de ce châtaignier, auprès de mon arbre. Et elle comprend que l'histoire de cet arbre est intimement liée à l'histoire de sa famille. Alors cet arbre, c'est comme un héritage qu'elle reçoit. Et désormais, c'est Sandra qui doit veiller sur ce bicentenaire. Alors, elle qui n'y connaît pas grand-chose dans ce domaine, elle va apprendre des techniques de taille des arbres et comprendre tout l'intérêt écologique qu'ils peuvent apporter. Alors, c'est un livre qui parle bien sûr des rapports de l'homme et de la nature, hein, ça évidemment. Ça parle aussi des traditions et des croyances populaires. Ça traite bien sûr aussi de la transmission des valeurs familiales. Et c'est aussi une réflexion plus intime sur le sens qu'on donne à sa vie. Voilà, puis ça donne aussi, puisqu'on est dans la nature, une valeur particulière à la place des arbres dans les campagnes. On parle souvent de déforestation, une façon de récupérer de l'espace pour cultiver les terres. L'auteur a choisi de nous parler, du contraire, de l'agroforesterie, une technique ancestrale qui permet de cultiver la terre sans abîmer la forêt. Alors c'est un très bel album, hein, moi qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs de ma jeunesse dans la campagne du Morvan. Et oui, du Morvan, avec des odeurs de sous-bois, c'était sympa. Alors voilà, si vous avez envie d'une belle histoire avec des belles valeurs humaines, cet album est tout en aquarelle et vraiment pour vous. Alors je rappelle, La Sève de nos vies par Marie Aulne au scénario et Mathieu Bertrand au dessin, aux éditions 21 rue de l'Échiquier, une maison d'édition indépendante spécialisée dans l'écologie et tous les sujets qui s'y rapportent. Voilà. Ok, merci beaucoup Olivier. Alors comme on parle des arbres en termes d'écologie, c'est quand même l'être vivant, le truc vivant qui est le plus adaptable parce que là où il tombe, là où la graine tombe, elle pousse. Elle pousse. C'est pas comme les oiseaux qui peuvent faire des nids ou nous qui déménageons. Et en termes d'adaptation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fabuleux. Ouais. Et oui, il faudra creuser un petit peu ça. Merci. Ok. Eh bien moi... Alors oui, Anne-Marie. Moi en fait, je vais pas parler d'une BD, je vais parler d'un auteur. Ah oui, on fait ce qu'on veut quand même, malgré tout. Sûr. Même si c'est imposé, on arrive toujours à détourner. Moi, je vais vous parler de Jean-Claude Servet. On n'est pas très loin de la thématique. Non, on n'est pas très loin parce que c'est un auteur belge, Jean-Claude Servet. Alors, déjà tout petit, Jean-Claude, il adorait vivre à la campagne chez ses grands-parents. Jean-Claude. C'est bien Laurent. Et donc, il a fait ses études à la ville et puis dès qu'il a pu, il s'est réfugié dans la maison de ses grands-parents, dans la Gaume, une région rurale belge à la frontière française, pour s'y consacrer à sa deuxième passion, le dessin, la BD. Alors, il a beaucoup produit, Jean-Claude Servet, vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est un dessinateur réaliste, sensible. C'est également un conteur. Son univers parle de la nature, de la campagne. Alors, il n'utilise pas l'anthropomorphisme pour ses récits, mais il représente les rituels animaliers en comparaison de tranches de vie des humains. Alors, il n'est pas exotique. Ah non, pas du tout. Là, les décors de ces histoires, ce sont des luxuriantes forêts, mais de nos régions, tout près de chez nous, sauvages, donc en Belgique, tout près de chez nous. Alors, ça passe du fantastique au thriller psychologique, c'est très varié, suivant les albums, suivant les récits, même des récits historiques, il y a un peu de tout avec Jean-Claude Servet. Il explore de nombreux thèmes de la littérature, qu'il scénarise lui-même ou pas. Dans ce cas, il travaille entre autres avec Gérard Devam ou Julos Bocarne. Ça vous dit quelque chose, Julos Bocarne, un chanteur belge, voilà. Ouais. Tu nous fredonnes quelque chose? Non, pas du tout, non, je ne fredonne pas, sinon il neige demain. Alors non. Donc sa bibliographie est importante. Il a commencé à dessiner dans des revues, comme beaucoup de dessinateurs de cette époque-là, et parfois sous un pseudo. Donc il a dessiné dans des cartes blanches dans le journal de Spirou, puis dans le journal de Tintin, au milieu des années 70, 70, comme on dit en Belgique. Et puis il finit par franchir le pas de la réalisation d'albums en 82 avec Hyacinthe, La Chalette ou Tendre Violette. 3 albums
qui sortent la même année dans 3 maisons d'édition différentes. Et qui avait paru avant, Tendre Violette avait paru avant dans À suivre. Voilà. Ouais. Elle avait été prépubliée dans À suivre. Voilà, donc, et avec des scénaristes différents. Donc vraiment, il a mené ça de... Ah oui, ça bossait. Hein. Alors 10 ans et quelques albums plus tard, il écrit seul, cette fois-ci, Lova. Alors Lova, c'est l'histoire d'un enfant, d'une fillette élevée par des loups. Donc voilà, on retrouve la nature et tout ça. Donc il rencontre et travaille avec Julius Bocane, avec qui il publie Appel de Madame la Baronne. Voilà, alors il y a des belles forêts et des beaux arbres, ça c'est des très beaux dessins. Pour rappel, il avait fait le dessin de l'affiche de Ville BD en 2014, avec en fond le château de Madame Graffini, et il y avait Violette devant. J'ai survolé cette bibliographie, mais je vous invite à aller voir ça dans toutes les bonnes médiathèques ou toutes les bonnes librairies. En 1994, avec l'association Dupuy-Servet, se renforce avec la sortie de la merveilleuse collection La Mémoire des arbres, véritable ode à la nature et à la forêt. En 2011, le dernier Brahme. Alors là, il dessine des cerfs. Enfin, c'est une histoire superbe. Et puis en 2019, on a eu aussi Le Fils de l'ours. Vous voyez, à chaque fois. Et là, Le Fils de l'ours, ça se déroule dans les Vosges. Dans les Vosges. Ouais, parce qu'il a habité un petit peu à côté de Gérardmer. Ouais. Voilà. Et il y a une édition spéciale. Il y a eu une édition spéciale La Parenthèse, justement, avec les photos qu'il a été prendre en repérage, à ce moment-là. Ouais. Bref, si vous ne connaissez pas Jean-Claude Servet, je vous le recommande. Son dessin est inimitable, il nous immerge dans la nature. Et quand vous regardez le dernier Brahme, vous avez l'impression d'entendre le cerf au fond du bois. Rien que la page de couve, elle est magnifique. Ah, oui, et puis tout au long, c'est superbe. Ben, moi, je ne connais pas trop Servet, mais... tu repartiras avec les albums. Alors, je peux donner une petite anecdote. Oui. Si vous allez peut-être pouvoir m'aider, parce que je ne suis pas un amateur de bière spécialement, mais il a fait également une fresque dans une abbaye à Orval, voilà. Qui est magnifique. Oui. Et quand on ne sait pas que c'est lui, on se dit c'est super, elle est immense. Elle est sur un immense. lieu près de la fontaine. Donc nous, ce qu'on a fait une année, c'est qu'on est allé avec les BD, lire les BD à Orval, au pied de la fontaine. J'avais été passionné, je me dis c'est super. C'est une très belle BD aussi. En Belgique, oui. Et une très bonne bière. Et très bon on va y retourner. Il faut y retourner. Il nous reste quelques minutes. Maintenant, on va écouter Mirko, notre ami Mirko, qui nous présente des nouveautés. Alors, pas forcément en lien avec la thématique, mais des nouveautés d'avril. Tout d'abord, le récit de La Chambre de Warren de Jérémy Moreau. Jérémy Moreau, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment l'année dernière pour les Peasley. Là, il devient directeur de collection pour Albin Michel, dans une collection qui s'appelle la collection Ronce. Le premier ouvrage, il le dessine, c'est La Chambre de Warren. Donc encore une fois, il s'attarde au dérèglement climatique. L'histoire, le dieu Pan a perdu sa flûte, n'arrive plus à jouer, se transforme en dragon. Et de ce dragon et de cette colère, on enchaîne des catastrophes climatiques. Warren va faire de sa chambre un sanctuaire pour pouvoir accueillir un maximum d'animaux, pour pouvoir protéger et peut-être réussir les cataclysmes et pour pouvoir aussi peut-être retrouver une harmonie et une harmonie musicale pour que le dieu Pan puisse rejouer de sa flûte et que tout redevienne à la normale. Moins drôle, même si celui-ci ne l'est pas non plus, Les oiseaux de papier de Manan et Yastani. Là, c'est la première fiction de Manan et Yastani, récit qu'il a fait tout seul. Manan et Yastani, donc, il est iranien, réfugié politique. Il avait eu, avec la métamorphose iranienne, des soucis qui l'a obligé à s'exiler. Et là, il va raconter l'histoire des Kolbars. Les Kolbars, ce sont des Kurdes qui font de la contrebande à dos d'homme et qui traversent les montagnes et pour quelques euros. En fait, ce sont des gens qui vivent dans une misère terrible. C'est très fort. Ça s'inscrit entre le récit de montagne et la chronique sociale, finalement. Oui, ok. Changement de salle, changement d'ambiance, les guerres d'Aran.
les humains ont décidé de déclarer la guerre aux races anciennes que sont les elfes et les nains. Dans cette aventure qui va un peu jouer sur le destin de ces races anciennes qui vont jouer leur survie. C'est de l'heroic fantasy très dense, c'est sauvage toujours et malgré tout c'est vraiment quelque chose de formidable. Voilà. Ensuite, 2 récits de science-fiction. Celui-ci, Newburn, du polar noir. Newburn, il est détective privé, mais ses clients sont particuliers puisqu'il est détective privé pour les mafias new-yorkaises. Et donc Newburn évolue comme ça dans des eaux complètement interlopes et risquant sa vie pour énormément d'argent. Donc évidemment les anciens flics, ses anciens collègues le prennent pour un pourri et un mercenaire. Il est peut-être plus que ça. Et il va prendre sous son aile une jeune femme qui a l'air bien maligne et qui va peut-être devenir son disciple. C'est du polar noir, très classique, mais hyper bien écrit. Ça. Et puis enfin, The Nice House on the Lake, récit en 2 volumes. Walter invite ses copains pour passer une semaine de vacances au bord d'une très très belle demeure au bord d'un lac. La semaine va démarrer, première soirée se passe, tout le monde s'apprête à passer vraiment une semaine de vacances. La fin du monde explose. L'humanité en entier a du mal à s'en sortir. Il semblerait que Walter était au courant et peut-être même qu'il était... peut-être qu'il en a fait partie. Invasion extraterrestre, démons, on ne sait pas trop, mais à travers un récit choral, on va se poser sur cette bande de survivants. Est-ce qu'ils sont prisonniers? Est-ce qu'ils sont là pour sauver le monde? On le saura à la fin de cette histoire et de ce récit qui sera en 2 parties. Ça, c'est assez court. Okay. Voilà un peu pour pour quelques sorties du printemps. Ouais. Et ok, merci beaucoup. Merci. Le son des bulles sur RCN. Voilà donc plein de beaux ouvrages à lire et puis à aller voir aussi, acheter en librairie. Maintenant, on va passer à Francine. Qui va nous présenter plusieurs choses. Déjà, un festival? Oui, on parlait de festival BD. Là, je vais parler d'un autre festival, d'un festival théâtre, puisque va y avoir lieu aux Actes Citoyens du 13 mai au 20 mai 2023. Alors, pourquoi je vais vous parler de ce festival? Tout simplement pour la venue de Willem. Donc, Willem, on connaît, Charlie Hebdo, évidemment. Donc, c'est lui qui a fait l'affiche du festival. Donc, son public pourra le rencontrer le mardi 16 mai de 17h à 19h. Donc, il vient avec sa compagne aussi, Mehdi Holtrop, qui est une dessinatrice et donc norvégienne. Donc, ils dédicaceront leurs livres en partenariat avec la librairie Plus Belle les Bulles le mardi 16 mai de 17h à 19h au centre Jean Jaurès à Tomblaine. Voilà. Très bien, merci pour les festivals. Et puis maintenant, le thème. Oui. Maintenant, je vais vous emmener pour une petite balade en forêt, mais qui va durer 25 ans. Je ne sais pas s'il faut qu'on a fini à 55 à nous. Comment? Il faut qu'on finisse à 55. 25 ans, oui, je vais faire court alors. Donc, dans Les Pistes Invisibles, paru en ce début d'année chez Albin Michel, Xavier Musat prête sa voix à un personnage inspiré par Christopher Thomas Knight, l'ermite de Northport, un Américain qui avait disparu entre 1986 et 2013 et qu'on a retrouvé dans une forêt du Maine où, ayant vécu sans aucun contact avec le moindre humain, il s'était inventé une façon de survivre, une nouvelle façon de marcher. Tel est le point de départ de ce somptueux roman graphique qui, bien que se déroulant en forêt, sort des sentiers battus. Alors, devenir invisible, ce n'est pas disparaître, c'est se mélanger au reste.
À travers cet album, Xavier Musat traite de la rupture, la disparition volontaire, l'invisibilisation. Pour ne pas être vu, il a fallu qu'il invente notamment une façon de marcher. Donc il se déplaçait dans la forêt en ne posant jamais son pied sur la terre meuble, sur une surface susceptible de marquer une empreinte. Il ne marchait que sur des cailloux, des racines d'arbres et avait tracé dans sa tête des pistes, des endroits qui lui permettaient d'aller d'un endroit à un autre, et il prenait toujours ces mêmes pistes. Alors partant d'une situation bien réelle, Xavier Musat va donner libre cours à son imagination et à sa réflexion pour forger des hypothèses quant à la personnalité de cet ermite pas comme les autres et ce qu'il a vécu pendant ces 25 années qui suivirent cette disparition qu'il n'avait pas du tout planifiée. C'était lors d'une balade en forêt, tout simplement. Il est tombé en panne d'essence. Donc il est parti dans la forêt et il n'en est jamais ressorti. Il en est ressorti 25 ans plus tard. Donc, s'il avait rompu avec le monde humain et fait corps avec la nature, il n'en avait pas pour autant rejeté les bienfaits de la civilisation. Ainsi répondit-il à ses besoins en effectuant de menus larcins. Il avait découvert au fin fond de la forêt un lac entouré de résidences secondaires, cabanes, bungalows, dans lesquels les gens venaient uniquement pour le week-end ou les vacances. C'était un jeu d'enfant pour cet électronicien de formation de désactiver les alarmes, crocheter les serrures, subtiliser un seul objet par visite, ayant toujours à l'esprit de ne laisser aucune trace. Alors, à travers ce récit fictionnel, introspectif à la première personne, Xavier Musat va pousser le concept d'invisibilité jusqu'au bout, à savoir la disparition graphique du personnage principal dans la bande dessinée. Sur les 176 pages que compte l'album, il ne sera représenté qu'à l'ultime planche, et encore de dos. C'est donc à travers sa voix, son regard, ses pensées, ses sensations, les sensations qu'il peut avoir dans la forêt, qu'il va prendre corps. Alors Xavier Musat, il faut savoir que c'est un artiste polyvalent. Musicien, illustrateur pour la jeunesse et la pub. Il est aussi passé par la case animation en travaillant avec Michel Oslo sur Kiriko et la sorcière, avant de se tourner vers la bande dessinée avec 2 remarquables œuvres autobiographiques, Sainte Famille, paru en 2001 aux éditions Ego comme X, label aujourd'hui disparu dont il est l'un des cofondateurs, puis Carnation, relation d'un amour toxique, paru en 2014 chez Casterman. Après quoi, il décide d'arrêter la bande dessinée, se consacre à l'enseignement, à la musique expérimentale, guitare électrique arrangée, et à des collaborations avec d'autres artistes au sein d'une association qu'il a créée, Apocop, un lieu d'expérimentation et de rencontre. Alors, quand on parlait de contraintes tout à l'heure, François, alors là, on est en plein dedans avec Xavier Musat. Donc, contrainte, déjà, il a choisi la couleur alors qu'avant, il n'utilisait que du noir et blanc. Avant, il avait un trait très texturé, hachuré. Là, il n'y a que des aplats. Et puis... entre autres, la dernière contrainte qui s'est donnée, vraiment, c'était d'incarner ce personnage en mettant tous nos sens en éveil avec une mise en lumière des perceptions sonores, entre autres. Alors, adolescent, il allait souvent se promener en forêt. Aussi a-t-il gardé des sensations très précises, les odeurs, les picotements, l'humidité ambiante, tout un champ sensoriel qu'il a su parfaitement retranscrire textuellement et graphiquement dans son récit. Alors, une mention toute particulière, il y a un passage qui concerne les insectes. On les voit, on les sent, on les entend grouiller, crisser et tout. Ça démange, quoi. Alors voilà, et puis donc, comme on a dit, donc, la contrainte de la couleur, il a fait le choix de deux monochromies. Donc le bleu du ciel, le bleu du lac, le bleu froid de l'hiver et de l'orange, chaque couleur complémentaire qui combinée donne le marron et crée de la profondeur, le mouvement, le relief et joue avec la lumière. Et puis en réalité, orange et brun ne sont-elles pas les 2 couleurs de la forêt? Alors voilà ce qu'en dit Xavier Musat lors d'une rencontre avec le public au festival d'Angoulême. Alors qu'est-ce qu'une forêt ? Pour moi, une forêt, c'est pas vert. Quand on va en forêt, on voit les écorces d'arbres, le sol à nos pieds, le feuillage, il est loin, il est au-dessus de nos têtes. Quand on est en forêt, on est dans la matière de la forêt. Et la matière de la forêt, c'est des tons chauds, orange, marron. C'est pour moi totalement adapté, puisqu'à part quelques cas de figure où la forêt est vue à distance, on est un peu tout le temps dans cette immersion collée aux matières. Eh bien, merci David. Alors, pour conclure, Les Pistes Invisibles est par sa narration et sa composition graphique stupéfiante, l'album de ce début d'année à ne pas rater, car si chez Baudelaire tout n'est qu'ordre, beauté, luxe, calme et volupté, chez Xavier Musat tout n'est qu'inventivité, sensorialité et musicalité.
Merci Ça donne Francine, envie. ça donne très envie Ah de oui, lire oui. et c'est très particulier comme histoire. Avec un fond sonore un peu inquiétant. Oui. Alors, le fond sonore, Ouais. justement, parlons-en. Oui. C'est évidemment une impro de Xavier Mussat à la guitare arrangée, enregistrée en avril 2022 aux Instants Chaviré, salle de concert de Montreuil, qui est dédiée justement à la musique improvisée. Ah oui, d'accord. Et signalons qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xavier Mussat. Ah bah voilà. Eh Bon ben, anniversaire, bon Xavier. anniversaire. C'est vrai, ça. Ça va lui faire plaisir. Eh ben voilà un thème Oui. imposé sur lequel on a réussi à parler quand même un bon bout de temps. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'albums qui sortent Oui. aussi sur ce thème-là. On n'a pas pu tout aborder, hein, mais il y en a plein. Il faut aller un peu fouiller. Et puis voilà, donc une actualité aussi très riche ce mois de mai, avec tous les week-ends sont pleins pour ceux qui aiment bien. Si vous ne la saviez bande pas quoi dessinée. faire de votre mois de mai, voilà, on vous a Très fait chargé. votre agenda. Et ceux qui ratent David Bull, un festival, là, ce mois de mai, c'est parce que la prochaine fois, on ne veut pas les entendre. Alors la prochaine fois, justement, le mois prochain, début juin, on va parler de... Des monstres. Alors méchants. de Non, des méchants. méchants. Les Des méchants. Des méchants. Les méchants en bande Ah, dessinée. ça va pas manquer. hein. Qui c'est qui est très méchant? Les méchants. Elle a déjà trouvé la pause musicale, Françoise. Ah, ça Voilà. peut être, oui, parce que les méchants, oui. là aussi, c'est un vaste sujet. Ah oui, c'est super. Moi, je suis servi, là. J'ai que l'embarras du Ah bah, choix. ça, bon, oui. voilà. Comme il Alors, est Alors, servi. avec Même des super méchants, si vous voulez. Super. Je suis sûr que tu vas encore bien nous Ah oui, étonner. oui, quand oui. même. Faut-il des méchants J'ai pour prévu, qu'il y ait des j'ai prévu. gentils? Faut-il des méchants Alors, pour qu'il y ait des gentils ou Ça, le c'est une très bonne contraire? question. Parce que ouais, on peut se la... ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Dans Batman, on peut se la poser. Est-ce que c'est Batman qui attire les vilains ou est-ce que c'est les vilains qui. Enfin bref, une espèce de. Le Joker. Ouais, le Joker. Magnifique. Magnifique. Ah, il y a des amours qui se tissent ici, hein. Je ne suis pas la seule. Le Joker. Bon, alors Attends. surtout, n'oubliez pas de nous retrouver sur notre page Facebook parce que vous pouvez avoir des petites vidéos supplémentaires. On a pris l'habitude maintenant d'enregistrer des petites, Ouais, des petites vignettes. Et, Petites vidéos. tout ce qu'on n'a pas pu vous raconter dans l'émission, C'est ça. eh ben, on vous le raconte sur Facebook. Donc n'oubliez pas, Facebook Le Son des Bulles. Ah oui, c'est Facebook, le son des bulles RCN. Ouais. Et puis, de toute façon, vous cherchez avec les moteurs de recherche, on nous trouve. Oui. Et c'est vrai que là, on a commencé à faire des petits tournages pour tout ce qu'on ne peut pas parler. On va faire des reportages aussi. On va aller au Festival de Gerville avec Françoise. On sera sans doute à Ville-et-Bédé, même avec Francine. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver Voilà. un peu partout. Un peu partout. On va essayer d'être présents. Voilà, donc on va tous vous remercier, surtout un grand merci à Jean-Luc à la Merci, technique, Jean-Luc. avec Merci une la patience d'or, avec nos erreurs. Merci à tous. Bon courage à David pour ce mois de mai bien chargé. Ça va, David Bull de l'association Philactère. Et bon Merci. courage à Philactère pour réussir son défi aussi. Et, Oui, et ben, à merci. bientôt sur RCN À bientôt. 96.7. Merci, au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org